là en tête que Volodymyr Zelensky décide de visiter le front pour montrer qu'il est tout de même avec eux. Je pense que certains pensent qu'il faudrait être ouvert à un compromis et faire un peu plus face à la réalité en Ukraine. Certaines personnes pensent que Volodymyr Zelensky, dans sa rhétorique, s'éloigne vraiment de la réalité. D'autres, y compris parmi les soldats à qui j'ai parlé aujourd'hui, disent qu'il n'est vraiment pas possible pour l'Ukraine de commencer à parler de gel du conflit à ce stade, parce que là où on est en ce moment, ce serait vraiment assez désastreux pour l'Ukraine, même d'un gel du conflit, même d'un cessez-le-feu qui serait de relativement courte durée. Ils sont convaincus que la Russie en profiterait plus. Alors, je pense que certains soldats critiquent Volodymyr Zelensky et pensent que sa position n'est pas vraiment tenable et il est aussi en partie, en tout cas, responsable de l'échec de la mobilisation, dans le fait qu'ils n'ont pas assez de gens en ce moment. Mais je dois dire que j'ai entendu beaucoup plus de critiques envers l'Occident, même après cette décision aujourd'hui de Joseph Biden de laisser l'Ukraine utiliser les ATACMS sur des cibles en Russie. Oui. Beaucoup plus de critiques envers l'Occident pour sa lenteur dans ces décisions qu'envers le président ukrainien. Cette décision critiquée pour sa lenteur, nous dites-vous, est-ce qu'elle renforce la détermination des Ukrainiens? Quel est l'impact, d'après vous, de cette annonce? Je pense que ça donne un petit boost au moral des soldats sur le terrain, mais ceux qui sont dans le Donbass se rendent bien compte que si c'est pour utiliser les ATACMS uniquement sur la région de Kursk, ce ne sera pas d'une très grande utilité pour eux qui aimeraient bien frapper les bases aériennes de la Russie, notamment dans la région de Rostov, juste à l'est du Donbass. Ils ont dit qu'ils étaient très contents de la décision, mais quand je leur ai posé la question, est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer la donne, changer le cours de la guerre? Ils ont dit que non, ils n'ont pas ce genre d'attente-là. Peut-être que ça peut aider à pousser les Russes à négocier sur des bases un petit peu plus acceptables pour l'Ukraine que les positions actuelles, où vous avez Dmitry Peskov aujourd'hui qui, quand on lui a posé une question sur la proposition du président turc de geler le conflit sur les lignes actuelles, qui a dit que cela ne serait pas acceptable pour la Russie qui visiblement pense que ses forces ont le vent en poupe et qu'ils seront capables de conquérir beaucoup plus de territoires ukrainiens avant la cessation des hostilités. Merci Gulliver Krag, en direct de Dnipro pour France 24. Elena Voloshin, ces missiles, ils permettent de rééquilibrer un peu le rapport de force, ou ils arrivent trop tard aujourd'hui dans le conflit pour changer quoi que ce soit? Ouais, malheureusement, ils arrivent trop tard. Hein. L'effet, il sera tactique, il ne sera pas du tout stratégique. C'est-à-dire que ce sont des missiles, Gulliver le mentionnait, qui sont de 300 km de portée. Ils devront, les Ukrainiens, recevoir au cas par cas l'autorisation pour viser des cibles. L'autorisation de Washington. L'autorisation de Washington, oui, bien sûr. On a des aérodromes militaires, notamment, d'où la Russie lance ses attaques longue portée sur l'Ukraine. Odessa a été frappée, aujourd'hui, par des missiles envoyés depuis la Crimée, depuis des aérodromes militaires en Crimée, 10 morts, des dizaines de blessés. Et là, évidemment, 300 km, ça permet à l'Ukraine de frapper notamment les aérodromes militaires de Crimée, par exemple, ou alors ceux au sud de la Russie, à la frontière, dans les régions de Koursk, Belgorod, Bryansk, Rostov. Oui. Et le nord de l'Ukraine, en fait, le nord-est de l'Ukraine. Oui, le nord-est de l'Ukraine, le sud-ouest donc de la Russie. Au-delà, la Russie a des aérodromes militaires sur tout son territoire, d'où elle lance des attaques sur l'Ukraine. Il y en a à Saratov, il y en a dans la région de l'Amour, en Extrême-Orient russe. Donc ça permettra à l'Ukraine d'avoir éventuellement moins de pertes. Et chaque vie humaine est une vie humaine. Donc moins de morts, moins de blessés, évidemment, c'est très important. Mais stratégiquement, on dit là maintenant, voilà, alors comment réagit la Russie à la décision de Joe Biden? Mais c'est plutôt quand a réagi Joe Biden à l'invasion de la Russie. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Hein, c'est Joe Biden qui est en réaction tardive par rapport à Vladimir Poutine, et ce n'est pas la Russie à qui cela permet d'alimenter toujours ce même discours de la Russie agressée, etc., par les actes de guerre américains qui réagit. Donc voilà, en l'occurrence, on a Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche le 20 janvier, qui a une position qui est quand même radicalement différente. Donc là, c'est un peu vraiment les derniers efforts pour aider l'Ukraine avant les négociations. Il reste 2 mois donc pour l'Ukraine pour éventuellement frapper le territoire russe, Niagale Bagayoko. On peut faire beaucoup de choses en 2 mois ou la messe est dite?
Non, on ne peut évidemment pas faire grand-chose en 2 mois, mais on peut se demander si la décision de Joe Biden, qui évidemment est très tardive... Il n'a pas confirmé officiellement d'ailleurs. Effectivement, en plus, c'est un porte-parole officieux qui a fait état de cette décision. Est-ce qu'elle ne vise pas justement à faire en sorte que dans le cadre des négociations qui s'annoncent, de toute façon, l'Ukraine soit en moins mauvaise position qu'elle ne l'aurait été si elle n'avait pas eu cette autorisation d'utiliser ces missiles à longue portée. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette décision peut aussi s'expliquer et d'ailleurs justifiée par rapport au déploiement avéré des soldats nord-coréens qui semblent aussi avoir changé. C'est un casus belli pour Washington ? Un casus belli, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la volonté de contrer symboliquement au moins un déploiement nord-coréen est certainement perçue comme important par l'administration Biden, bien qu'on ne puisse pas forcément considérer que ces forces nord-coréennes sont très opérationnelles, parce qu'il faut rappeler qu'elles n'ont pas combattu depuis 1953, ce qui est quand même une très très longue période. Mais ça a sans doute joué dans la décision. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse qu'à défaut même de rééquilibrer le rapport de force ou donner des arguments à l'Ukraine dans le cadre d'une négociation demain, cette décision, au contraire, nystérise le débat? Vladimir Poutine, la Russie, on a vu les déclarations qui ont été faites notamment par la porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères, qui évoquait elle aussi l'hypothèse d'une co-belligérance qui ferait des États-Unis, de par la fourniture de ces armes et leur emploi sur le sol russe, un belligérant, une partie au conflit. Et puis la réaction de Donald Trump lui-même, qu'on sait imprévisible et qui pourrait s'estimer, lui, voire en tout cas une forme de préemption par Joe Biden de ce que sera la position américaine demain. Mais en fait, on est en train de commenter quelque chose qu'on a entendu. Ouais, malheureusement, voilà. Oui. Moi, j'écoute tous les jours ce que disent les Russes, et ça, ils le répètent tous les jours, en l'occurrence. Et non pas seulement lorsque... Vous voulez dire la co-belligérance ? Oui, la co-belligérance, même pas la co-belligérance, les États-Unis qui sont à l'origine du conflit. C'est ça le discours russe, c'est que les fauteurs de guerre, ce sont les Américains. Pas plus tard que le 7 novembre, lors de la réunion du club Valdaï, Vladimir Poutine disait encore les appels de l'Occident à une défaite stratégique de la Russie, un pays qui possède un arsenal nucléaire d'une telle ampleur, sont d'un aventurisme sans limite des politiques occidentaux. Un tel aventurisme, une telle impunité va mener le monde à une tragédie mondiale. Donc en fait, si vous voulez, c'est un discours qui est absolument tous les jours. Le fait, excusez-moi, que Dmitri Peskov ou Maria Zakharova ou Vyacheslav Volodine, le chef de la Duma, disent aujourd'hui alors là, les Américains entrent en co-belligérance. Attention, mais enfin, nous, on est en train de le commenter parce qu'on a une agence France Presse sur le sujet, mais ils le disent tous les jours. Ils le disent tous les jours. Vladimir Poutine. C'est pas la même chose de faire usage d'armes sur le sol russe. Vous pensez que ça ne changerait pas la donne, vous? Mais on fait déjà usage. Il y a une partie du territoire russe qui est occupée par des néo-nazis envoyés par les Américains, selon le discours russe. Donc, si vous voulez, le crime, il est là. Le pont lorsqu'on se rappelle, il faut le dire, lorsque le pont au-dessus du détroit de Kerch, qui relie la Crimée à la Russie, a été bombardé. Moscou disait la même chose. La ligne rouge est franchie. Voilà, les États-Unis attaquent le sol russe, pardon. Lorsque ils ont commencé à frapper avec des drones les bases militaires en Russie, c'est pareil. Le discours va changer avec l'arrivée de Donald Trump, d'après vous, pouvoir qu'on dit plus sympathique ou plus ouvert le discours est déjà en train de changer. C'est-à-dire que là, on a un président américain qui va